Et j'accueille tout de suite Françoise Wang, économiste Asie chez Euler Hermès. Françoise Wang, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Comment faut-il interpréter ce discours de Xi Jinping ? Alors, vous l'avez très bien mentionné, c'est pas la première fois que le président chinois s'adresse au forum de Davos. La dernière fois, c'était en 2017, aux alentours justement de l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis. Et cette fois-ci, je pense qu'il a voulu donc réitérer son message de multilatéralisme. La Chine, avec cette puissance économique qui donc s'est développée ces dernières années, souhaite aussi avoir une position plus forte sur la scène internationale, sur des sujets communs à travers les pays, comme par exemple le réchauffement climatique. Et donc le discours aujourd'hui lance un message, un appel de multilatéralisme, positionne la Chine en tant que défenseur du libre-échange et donc lance peut-être aussi un petit peu un message à cette nouvelle administration qui arrive aux États-Unis de chercher à avoir moins de confrontation peut-être que ce qu'on a pu voir les dernières années. Et pourquoi justement la Chine et l'Asie ont une place si importante dans ce forum virtuel de Davos cette année ? Alors, je pense que ça fait déjà plusieurs années que l'Asie et la Chine, effectivement, a une position importante dans ce forum. Déjà en 2017, quand le président chinois avait donné son discours au forum, on avait eu une session, l'Asie en tant que leader de l'économie mondiale. Donc, on a en fait une économie mondiale qui graduellement se déplace de plus en plus vers l'Asie, car dans cette région, on a plusieurs économies qui présentent des taux de croissance beaucoup plus élevés que dans le reste du monde et qui aujourd'hui sont déjà en fait parmi les plus grandes économies du monde. Et justement, en quoi la Chine a-t-elle résisté plus que d'autres à la crise Covid-19 ? Je pense qu'il y a plusieurs choses à garder en tête. La première, c'est que déjà le choc Covid-19 en Chine était moins fort que dans le reste du monde et a fortiori par exemple dans les économies développées. Au pic de la crise de l'épidémie en février 2020 en Chine, quand on regarde par exemple les données d'activité, on était à environ moins 40, moins 45% du niveau normal d'activité économique pour la Chine, alors qu'en Europe, au pic de la crise en avril, on a atteint des minima jusqu'à moins 80%. Donc premièrement, le choc était moins fort en Chine, car en fait l'épidémie a été contenue tant d'un point de vue temporel que d'un point de vue géographique. Et donc on a un choc moins fort et la Chine aussi a réussi à se redresser plus vite donc de ce choc qui était lui-même déjà moins conséquent. On a eu des politiques publiques qui ont réagi très vite et qui ont permis de redémarrer la machine économique suite à ce choc sans précédent que la Covid-19 avait apporté. Et à quelle vitesse se fait le déplacement du centre de gravité économique mondial vers l'Asie ? Alors justement, dans un rapport tout récemment publié, on a calculé ce centre de gravité de l'économie mondiale. L'idée, c'est de trouver en fait ce point qui résume la position des économies du monde et on prend comme poids, en fait on a emprunté ce concept à la physique et on prend comme poids pour chaque économie le PIB. Et ce qu'on constate, c'est que ce centre de gravité de l'économie mondiale, depuis 2002, se déplace vers l'Est. En 2007, le centre de gravité était encore dans l'océan Atlantique, mais il se déplace graduellement donc, vers l'Est, vers l'Asie. Et sur nos estimations, sur nos projections de long terme de croissance des économies du monde, on trouve que d'ici 2030, ce centre de gravité économique du monde devrait se positionner aux alentours de la Chine, de l'Inde et du Pakistan. Donc on a des économies en Asie qui montrent des taux de croissance économique plus élevés que dans le reste du monde, qui sortent aussi de cette crise. Plusieurs économies dans la région sortent de cette crise Covid un petit peu moins touchées comparativement au reste du monde, ce qui fait que ce centre de gravité économique du monde se déplace plus vite que ce à quoi on s'attendait avant la crise de la Covid-19. Par rapport à nos projections de 2019, en fait, ce centre de gravité se déplace à une vitesse presque une fois et demie plus rapide que ce à quoi on s'attendait.
Et l'une des explications, effectivement, c'est la Chine qui s'en sort relativement parlant mieux que le reste du monde, étant par exemple la seule économie parmi le G20 à présenter une croissance positive en 2020. On voit vraiment une accélération du changement de paradigme à la faveur de l'Asie. À votre avis, quelle stratégie les autres puissances comme les États-Unis ou encore l'Union européenne vont adopter ? Je pense que ce qu'on a pu voir ces dernières années avec l'administration précédente aux États-Unis, cette politique peut-être un petit peu plus de confrontation et de sanctions unilatérales contre la Chine, il semblerait que la nouvelle administration aux États-Unis va éviter cette stratégie. Je pense que l'Union européenne doit trouver un petit peu sa position dans cette rivalité entre la Chine et les États-Unis, en conservant à la fois son alliance traditionnelle avec les États-Unis et à la fois mettre en place une stratégie commerciale pour pouvoir bénéficier de cette puissance économique accrue en Chine et en Asie. On a eu cet accord sur l'investissement trouvé en fin 2020 entre l'Union européenne et la Chine. Ça peut être peut-être un exemple de comment l'Union européenne souhaiterait se positionner dans ce monde en fait où on a, comme vous le dites, un peu un changement de paradigme, où on a une Asie qui émerge sur la scène internationale. Alors, j'aimerais qu'on parle brièvement dans votre rapport. Vous parlez donc du partenariat économique global et régional qui a été signé. Ça envoie clairement un signal assez fort. Mais selon vous, quel pays bénéficierait le plus d'une intégration commerciale régionale plus poussée ? Alors effectivement, dans ce rapport, j'ai regardé surtout cette intégration régionale commerciale pour l'Asie. Et donc l'idée, c'est qu'on a une économie chinoise qui sort de la crise Covid comparativement mieux. Et on a pu le voir d'ailleurs en 2020, le commerce en Asie s'est porté mieux que dans le reste du monde. L'économie coréenne, l'économie taïwanaise, le Vietnam sont des économies donc mis à part leur gestion de l'épidémie qui aussi a pu porter des bénéfices, leur exposition au commerce régional, leur exposition à l'économie chinoise aussi a aidé à trouver une performance économique relativement meilleure que dans le reste du monde. Donc, au fur et à mesure que la Chine gagne une position économique de plus en plus forte dans le monde, on a aussi potentiellement une intégration régionale via le commerce, via l'investissement, qui peut aussi être portée donc, par cette puissance économique. Du fait de leur spécialisation, de leur compétitivité technique et de la complémentarité de leurs exportations vis-à-vis de leurs partenaires régionaux, on trouve dans le rapport par exemple que le Japon, la Corée, Singapour pourraient bénéficier d'une intégration plus forte au sein de la région asiatique. Merci beaucoup Françoise Wang d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes économiste Asie chez Euler Hermès.